Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du rire. Charlie Chaplin disait que le rire était le chemin le plus direct entre deux personnes. Quand deux personnes rient de la même chose, c'est qu'elles se comprennent. Qu'elles se comprennent au-delà des mots. Car le fait est qu'on ne rit pas tous des mêmes choses, et que le fait de partager le même humour en dit peut-être davantage sur nos affinités que de longues paroles. Alors, il y a cette fameuse question, vous savez, peut-on rire de tout ? Oui, on peut rire de tout. Évidemment qu'on peut rire de tout. Mais est-ce que cette question a vraiment du sens ? Parce que demander si on peut rire de tout, c'est faire du rire une question morale. C'est faire du rire une question de droit. On n'a pas le droit de rire de ci, on n'a pas le droit de rire de ça, on n'a pas le droit de rire du racisme, de rire de la souffrance, de rire de l'oppression. Mais on ne se demande jamais si on a le droit de pleurer de telle ou telle chose. Or, rire ou pleurer, ce sont les deux faces de la même pièce. Parce que dans les deux cas, il s'agit d'une réaction émotionnelle. Or, une émotion, ça ne se commande pas. Ça ne se décrète pas. Une émotion, c'est indépendant de la morale. Quand vous riez ou quand vous pleurez, vous ne vous posez pas la question de savoir si c'est bien ou mal. Ou alors, si vous le faites, c'est toujours après coup. Jamais avant. Le rire ne se contrôle pas. Il ne se prémédite pas. Et donc faire du rire une question morale, c'est viser à côté de la cible. C'est passer à côté de la vraie question qui est « Pourquoi rions-nous » Autrement dit, qu'exprimons-nous par le rire ? De quoi le rire est-il le symptôme ? On sait que le rire est un phénomène universel. Tous les êtres humains rient. Ils ne rient pas tous des mêmes choses, mais ils rient tous de certaines choses. Et donc, comprendre la signification du rire, c'est comprendre que le rire est d'abord un phénomène physiologique. Et si le rire est un phénomène physiologique, ça signifie qu'il a une fonction. Et c'est d'abord sous cet angle-là qu'il faut analyser la signification du rire. Sous l'angle de la fonction. Or, quelle est la fonction du rire, sa fonction physiologique ? C'est d'évacuer une tension. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, la fonction du rire, c'est expulser une tension. Tension au sens quasi mécanique. Comme lorsqu'on tire sur un élastique, jusqu'au moment où la tension est maximale, et que l'élastique lâche. Le rire est un relâchement. Et si le rire est le relâchement d'une tension, ça veut dire que l'origine du rire est peut-être à l'opposé de ce que le rire produit. En clair, l'origine du rire, ce n'est pas la joie. La joie ne fait pas rire. La joie est la conséquence du rire qui lui-même est une réaction à quelque chose qui n'est pas joyeux. L'origine du rire, c'est une tension à laquelle le rire est une réponse. Prenons un exemple. Vous marchez dans la rue, vous voyez un homme qui marche devant vous, et tout à coup, cet homme glisse et se casse la figure. Bon, ça, c'est drôle. Pourquoi c'est drôle ? C'est drôle parce que, premièrement, vous ne vous y attendiez pas. Donc le rire se compose d'abord d'un élément de surprise. Et parce que, deuxièmement, une chute, ça renvoie instinctivement à un danger. La chute, c'est la perte de contrôle de notre corps, une perte de contrôle qui peut aboutir, sinon à la mort, du moins à la blessure. Donc il n'y a rien de drôle a priori
dans le fait d'assister à une chute. Mais justement, ce qui provoque le rire, c'est le fait de savoir que la personne ne s'est finalement pas blessée. On rit quand on comprend que la personne qui est tombée est indemne. Et par le rire, on expulse la tension, on expulse la peur qui avait été provoquée par la chute, comme pour dire « Ouf, tout va bien ». Le rire est un soulagement. Voir quelqu'un tomber du 8e étage et s'écraser sur le trottoir, ça ne fait rire personne. Ou alors il faut consulter. Donc, le rire, c'est le point de rencontre entre la tension instinctive liée au danger, liée à la peur que la personne se soit blessée, et la prise de conscience soudaine que la personne ne s'est finalement pas blessée. Donc l'origine du rire n'est pas la chute, c'est la chute accompagnée de la conscience de la non-gravité de la chute. Et c'est ce duo tension-relâchement, cette conjonction de deux émotions antagonistes qui se succèdent si rapidement qu'elles se superposent, qui permet de comprendre la fonction physiologique du rire. Donc vous voyez que, vu sous cet angle, le rire n'est pas du tout l'expression de la méchanceté ou du sadisme. Le rire est au contraire l'expression d'un soulagement. C'est l'expression de l'évacuation d'un stress, au même titre que la transpiration ou l'accélération du rythme cardiaque. Et je disais tout à l'heure que le fait de rire et le fait de pleurer constituaient les deux faces de la même pièce. On peut le vérifier. Après un stress violent, après une inquiétude violente, il pourra vous arriver de verser des larmes de soulagement. Votre enfant disparaît, vous paniquez, votre corps est inondé d'adrénaline, l'adrénaline dont la fonction est justement de vous faire supporter le stress, et dès lors que vous retrouvez votre enfant, votre corps cesse brutalement de produire de l'adrénaline, et tout votre corps se relâche. Vous allez pleurer parce que votre corps aura accumulé tellement d'adrénaline qu'il vous faudra évacuer la pression d'une manière ou d'une autre. Quand le corps réagit, c'est toujours une réponse. Parce que le corps est gouverné par un principe qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre physiologique, c'est la stabilisation physiologique, et c'est ce qui fait que votre corps va réagir à une situation pour pouvoir la supporter. Eh bien, la fonction du rire, c'est la stabilisation émotionnelle. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il est très difficile de se retenir de rire, comme il est difficile de se retenir de tousser ou d'éternuer, parce que ça relève d'un réflexe corporel. Se retenir de rire, c'est obstruer un mécanisme physique nécessaire à la stabilisation. Et c'est ce qui fait qu'en général, plus on se retient de rire, plus on a envie de rire. Mais maintenant qu'on a dit ça, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce que il arrive parfois que nous rions sans que ce soit lié à l'évacuation d'une tension. Rire de quelqu'un qui tombe par terre, c'est une chose. Mais dans la vie de tous les jours, on rit de bien d'autres choses qui n'ont pas de rapport avec ce genre de situation. Eh bien, on va voir qu'en fait, si, il y a un rapport. Et pour le comprendre, il va falloir s'aventurer sur la question de l'humour. L'humour, c'est l'art de provoquer le rire. Faire de l'humour, c'est créer des situations, le plus souvent par les mots, qui vont reproduire par la pensée ce jeu de tension-relâchement. Alors dit comme ça peut paraître un peu abstrait, parce qu'on se dit qu'entre quelqu'un qui tombe par terre et ce qu'on appelle faire de l'humour, on ne se situe pas du tout sur le même plan. Eh bien, la tension dont on parle dans l'humour, c'est la tension issue du décalage entre ce qui est dit, ou la manière dont c'est dit, et ce qu'on considère comme étant la normalité.
Le rire se nourrit de la normalité. L'apostrophe. Il se nourrit de l'inattendu, de l'incongru, de l'excessif. Il se nourrit de tout ce qui sort des clous. C'est l'effet de surprise dont on parlait tout à l'heure. Et donc, quand on va assister à une scène incongrue, ou quand quelqu'un va nous raconter quelque chose d'incongru, c'est-à-dire de contraire aux conventions, de contraire aux usages en vigueur, de contraire à la normalité, et que cette incongruité ne présente pas de danger pour notre vie ou pour la vie d'un tiers, on va en rire. On va en rire parce que, là encore, il y aura eu tension, l'incongruité, et évacuation de cette tension par la conscience qu'une telle incongruité ne constitue pas une menace envers la vie ou envers l'ordre social. L'absurde nous fait rire parce que l'absurde renverse la normalité, l'absurde renverse ce qui est attendu, sans que ce renversement ne constitue un danger. Un jeu de mots nous fait rire parce qu'un jeu de mots renverse le sens d'un propos vers un sens qui, là encore, s'écarte de ce qui était attendu. Donc, l'essence du rire, c'est le décalage. C'est la déviance. Déviance au sens littéral, c'est-à-dire au sens de détournement. Et donc le rire provient du relâchement de cette tension issue du détournement, issue du décalage entre la normalité et ce qui surgit comme anormal, étant entendu que la tension dont on parle ici, ce n'est pas une tension liée à un danger physique. C'est une tension liée à un danger symbolique. Un jeu de mots ne véhicule aucun danger physique. Une blague ne véhicule aucun danger physique. Mais la perspective d'un monde dans lequel cette blague serait la normalité crée une tension avec notre représentation et notre expérience de la normalité. D'ailleurs, si les blagues sexuelles nous font rire, c'est parce que l'évocation de la sexualité en public génère une tension. Une tension liée au fait que la sexualité est quelque chose de normalement réservé à la sphère de l'intimité. Nous sommes des animaux sociaux, nous ne copulons pas en public, la sexualité est donc frappée du sceau du tabou social, et faire une blague grivoise, c'est introduire du tabou dans l'espace de la socialité. On rit parce qu'on transgresse symboliquement un interdit social. Donc, il y a bien une tension liée à l'interdit, liée au tabou, suivie d'une évacuation de la tension par le rire, du fait que la tension est jugée sans danger. Donc on ne parle pas d'une tension liée à un danger physique, comme dans le cas de la chute. On parle d'une tension symbolique et mentale, issue d'un décalage entre ce qui est dit et les conventions sociales. Quand les enfants s'amusent à dire des grossièretés, ça les fait rire justement parce qu'ils prennent conscience du caractère interdit et socialement tabou de certaines paroles. Et donc le simple fait de transgresser ce qu'ils ont identifié comme étant un tabou social va suffire à les faire rire. Les enfants ne sont pas idiots. Ils sentent bien quand certains mots créent un malaise, quand certains mots n'ont pas leur place. Et ils vont en jouer, c'est-à-dire ils vont jouer avec la tension entre ce qui se dit et ce qui ne se dit pas, entre le respect des règles sociales et la transgression de ces règles sociales, parce que, pour eux aussi, le rire naît de cette tension. Tout à l'heure, on évoquait le fait de rire du racisme, de la souffrance ou de l'oppression. Ce qu'on appelle communément l'humour noir. Ce qui fait rire dans l'humour noir, ce n'est pas le propos qui est tenu. C'est la tension entre le propos tenu et les conventions sociales qui prohibent un tel propos. C'est la conscience qu'une limite est franchie, et cette conscience va produire un choc. Elle va produire un conflit
que le rire aura pour fonction d'évacuer. Et c'est parce qu'on aura identifié une intention bienveillante de la part de celui qui fait la blague qu'on pourra en rire. On ne rit pas parce que quelqu'un tient des propos offensants. On rit à cause de la tension entre un propos offensant, c'est-à-dire un propos qui se heurte à la normalité, et la conscience que ce propos n'est pas tenu sérieusement. C'est ça qui nous fait rire. L'expérience du choc sans danger. Et dès lors qu'on identifie une intention malveillante derrière le propos, celui-ci cesse d'être drôle. Et donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec l'exemple de celui qui tombe par terre. La personne qui tombe par terre, on ne rit pas parce qu'elle s'est fait mal. On rit parce qu'on sait qu'elle ne s'est pas fait mal, mais que l'espace d'un instant, une tension s'est formée. Et que cette tension doit trouver un moyen de s'échapper dès lors qu'il se confirme que la chute est sans gravité. Et bien de la même façon, l'humour noir nous fait rire, parce que l'humour noir crée une tension, et que le rire permet d'évacuer cette tension dès lors que le propos n'est pas motivé par le désir de blesser. C'est ce qu'on appelle la catharsis. Le rire comme moyen de purgation. Bon, mais c'est bien gentil tout ça, mais à la base, on était quand même censé parler du rire chez Bergson. Or là, on a eu droit à un laïus d'1 quart d'heure sur le rire, mais toujours pas de Bergson. Eh bien, on y arrive. La première chose à dire, c'est que Bergson ne serait sans doute pas d'accord avec ce que j'ai dit jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce que pour Bergson, le rire n'est pas simplement une réaction physiologique. Le rire n'est pas seulement le relâchement d'une tension. Pour Bergson, le rire est un châtiment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On l'a vu tout à l'heure, le rire est une réaction à l'inattendu. Nous vivons en société. La société fonctionne sur des règles, sur des conventions, et ne pas respecter ces conventions, c'est mettre en péril les conditions de la coexistence. Quand le fait de transgresser ces conventions ne constitue pas une menace sérieuse pour la vie en société, on peut en rire. Mais ce que nous dit Bergson, c'est que, par le rire, nous n'exprimons pas le relâchement d'une tension. Nous stigmatisons celui qui s'écarte des règles. Le rire stigmatise parce que le rire est comme un doigt pointé vers celui qui n'obéit pas à la norme. Et donc, pour Bergson, le rire a d'abord une signification sociale. Il a une fonction sociale, celle d'exclure symboliquement celui dont le comportement n'est pas adéquat aux exigences de la vie sociale. Est-ce que ça veut dire que pour Bergson, le rire est forcément moqueur ? Eh bien oui, le rire est forcément moqueur. Le rire est forcément cruel. On disait tout à l'heure que l'humour noir n'était pas motivé par la cruauté, qu'il était même tout à fait compatible avec la bienveillance. Eh bien, selon Bergson, ce n'est pas le cas. Selon Bergson, le rire a toujours quelque chose de cruel, parce qu'il se fait toujours au détriment d'un bouc émissaire. On pense immédiatement aux moqueries dans la cour d'école, au groupe d'enfants qui se liguent contre un autre parce qu'il est différent. On va se moquer du binoclard, on va se moquer du gros, du rouquin. On va se moquer de tous ceux qui s'écartent un tant soit peu de la norme. Donc le rire a non seulement une fonction stigmatisante, mais aussi une fonction unificatrice. Le groupe s'unit par le rire, il se ligue, et il se ligue d'autant plus facilement
qui peut exclure tout ce qui diffère de la norme du groupe. Le rire est l'agent du conformisme social. Un enfant qui subit des moqueries, un enfant dont on rit, c'est un enfant auquel on envoie un message qui est « Tu ne fais pas partie du groupe. Tu es mis au banc. » Et aussi longtemps que tu t'écarteras de la norme, de la moyenne, tu seras condamné à l'isolement social. Les gens qui se moquent sont très conformistes. Le moindre petit écart avec la norme, la moindre petite originalité, et ils vous sautent dessus. Parce que, nous dit Bergson, la société se venge des libertés qu'on prend avec elle. S'écarter de la norme, c'est prendre une liberté avec l'ordre social. Et prendre une liberté avec l'ordre social, c'est menacer l'ordre social. Le rire est un gendarme. Donc quand on dit que le rire est subversif, Bergson répond qu'au contraire, le rire est anti-subversif. Le rire stigmatise la subversion, le rire corrige les écarts par l'humiliation de celui qui en est l'objet. L'enfant dont on rit comprend bien que le rire qu'il suscite n'a rien de bienveillant. D'ailleurs, c'est pour ça que le meilleur moyen de faire cesser les moqueries sur soi, c'est d'en rire. Parce que si on rit soi-même des moqueries qui nous sont adressées, elles perdent leur caractère humiliant. Et si la moquerie perd son caractère humiliant, elle n'a plus d'intérêt. C'est ça que nous dit Bergson. Le rire est un correctif social. Mais il y a chez Bergson une idée supplémentaire. Une idée un peu plus subtile, un peu moins intuitive, que j'aimerais vous exposer maintenant, parce que c'est cette idée qui est vraiment la pièce maîtresse de sa conception philosophique du rire. L'idée de Bergson, c'est que le rire est avant tout une réaction à l'intrusion du mécanique dans le vivant. Alors là, il va falloir expliquer. Bergson s'intéresse au phénomène du vivant. Et il remarque que le vivant se caractérise par la fluidité, par la souplesse, là où le mécanique se caractérise au contraire par la raideur, par le mouvement saccadé. Entre un être humain et un robot, il n'y a pas simplement une différence d'apparence. Il y a une différence de vie corporelle, d'intériorité corporelle. Ce qui fait qu'on peut différencier un être humain d'un robot humanoïde, ce sont toutes ces petites nuances indicibles qui font que l'être humain est un être infiniment complexe. Le pétillement du regard, les micro-expressions du visage, les aspérités de la peau, tout ça, c'est le propre de l'humain. L'être humain est un nuancier en mouvement. Et c'est cette infinie complexité de l'humain, et du vivant en général, qui fait qu'on percevra toujours, qu'on sentira toujours la différence entre de l'humain et du mécanique. Eh bien, ce que nous dit Bergson, c'est que le rire intervient quand on perçoit dans le comportement d'un humain quelque chose de l'ordre du mécanique. On va prendre un exemple que Bergson utilise lui-même, qui est le comique de répétition. Le comique de répétition au théâtre, c'est quand un personnage répète à plusieurs reprises une même parole ou un même geste. Donc, ce qui provoque le rire dans le comique de répétition, ce n'est pas chaque parole ou chaque geste pris isolément. C'est la récurrence de cette parole ou de ce geste
à la manière d'un automate. Et donc, quand un personnage répète la même parole ou le même geste, c'est comme s'il n'était plus totalement un être humain. Vous comprenez ce que je veux dire ? Dès lors que votre comportement obéit à un schéma mécanique, dès lors que votre comportement devient prévisible, vous devenez un personnage. Et en devenant un personnage, vous devenez comique. Remarquez comme nous rions souvent des manies des gens de notre entourage. De leur manie de langage, de leur manie de comportement, c'est-à-dire de leur récurrence. Une manie, c'est un mouvement mécanique. Et un mouvement mécanique, nous dit Bergson, c'est un mouvement sans la vie. C'est un mouvement dont, pour ainsi dire, la vie s'est absentée. Donc à chaque fois que nous exécutons l'une de nos manies, à chaque fois que nous remplissons l'imprévisibilité de notre prochaine action, de l'automaticité de notre manie, nous devenons le personnage de notre manie, et ce faisant, nous devenons un objet de rire. Ce qui suscite le rire, nous dit Bergson, ce n'est pas ce que nous disons ou ce que nous faisons, c'est le caractère mécanique, c'est-à-dire dépourvu de vie, de ce que nous disons ou de ce que nous faisons. Et le rire intervient, là encore, comme une punition. On punit par le rire celui qui a momentanément tourné le dos à la vie en adoptant un comportement mécanique. On a tous déjà vécu cette situation où on pose une question à un ami et il nous répond quelque chose qui n'a rien à voir avec la question posée. C'était bien tes vacances ? Non, juste un verre d'eau. Ok, mais sinon tes vacances ? Alors oui, l'explication la plus fréquente, c'est que notre ami a tout simplement mal compris ce qu'on lui a dit. Mais le fait est que quand il nous répond ça, l'impression qu'on a, c'est qu'on n'a pas affaire à un être humain connecté. Connecté à nos paroles, connecté au monde, connecté à la vie. On a l'impression d'une déconnexion avec la vie. Ce qu'on appelle une absence. Eh bien, l'absence, c'est l'absence de vie. C'est la sortie de la vie. Et par le rire, nous signalons en même temps que nous sanctionnons cette sortie momentanée de la vie. C'est ce que Bergson appelle la distraction. La distraction provoque le rire parce que la distraction va à l'encontre d'une caractéristique essentielle de la vie qui est l'attention. Par le rire, nous corrigeons l'inattention de l'autre à la vie. Et nous le ramenons de force dans le champ de l'interaction humaine. Pour Bergson, si le rire est une sanction, c'est parce qu'il est un double rappel à l'ordre. Un rappel à l'ordre social, qui condamne l'excentricité, qui condamne l'originalité, le manquement aux conventions, et un rappel à l'ordre vital, qui condamne la distraction, qui condamne l'inattention, et qui se manifeste à chaque fois que du mécanique s'immisce dans du vivant. Je cite. Le mécanisme raide que nous surprenons de temps à autre comme un intrus dans la vivante continuité des choses humaines a pour nous un intérêt tout particulier parce qu'il est comme une distraction de la vie. Si les événements pouvaient être sans cesse attentifs à leur propre cours, il n'y aurait pas de coïncidence, pas de rencontre, pas de série circulaire. Tout se déroulerait en avant et progresserait toujours. Et si les hommes étaient toujours attentifs à la vie, si nous reprenions constamment contact avec autrui et aussi avec nous-mêmes, jamais rien ne paraîtrait se produire en nous par ressort ou ficelle.
Le comique est ce côté de la personne par lequel elle ressemble à une chose, cet aspect des événements humains qui imite, par sa raideur d'un genre tout particulier, le mécanisme pur et simple, l'automatisme, enfin le mouvement sans la vie. Il exprime donc une imperfection individuelle ou collective qui appelle la correction immédiate. Le rire est cette correction même. Le rire est un certain geste social qui souligne et réprime une certaine distraction spéciale des hommes et des événements. Le rire est avant tout une correction. Fait pour humilier, il doit donner à la personne qui en est l'objet une impression pénible. La société se venge par lui des libertés qu'on a prises avec elle. Il n'atteindrait pas son but s'il portait la marque de la sympathie et de la bonté. Le rire châtie certains défauts, à peu près comme la maladie châtie certains excès, frappant des innocents, épargnant des coupables, visant à un résultat général et ne pouvant faire à chacun individuel l'honneur de l'examiner séparément. En ce sens, le rire ne peut pas être absolument juste. Répétons qu'il ne doit pas non plus être bon. Il a pour fonction d'intimider en humiliant. Il n'y réussirait pas si la nature n'avait laissé à cet effet, dans les meilleurs d'entre les hommes, un petit fond de méchanceté, ou tout au moins de malice. Peut-être vaudra-t-il mieux que nous n'approfondissions pas trop ce point, nous n'y trouverions rien de très flatteur pour nous. S'il est vrai que le rire s'accompagne nécessairement d'une part de cruauté, toute la question est de savoir s'il nous est possible de réprimer cette cruauté. Cette cruauté qui menace à chaque instant la coexistence avec nos semblables, qui menace à chaque instant l'ordre social, mais qui, à en croire Bergson, nous pousse également à châtier tous ceux qui ne se conforment pas à ce même ordre social. Kant parlait de l'insociable sociabilité de l'être humain, de ce double penchant à vouloir faire société et à vouloir détruire ce qui fait société. Freud ne disait pas autre chose quand il décrivait le conflit intérieur des hommes entre le ça et le surmoi, entre le pôle pulsionnel dirigé vers la destruction et le pôle rationnel dirigé vers l'ordre. De ce point de vue-là, le rire est peut-être le trait d'union entre notre animalité et notre humanité. Le visage humain de la cruauté, sans lequel nous serions peut-être plus bienveillants, plus compatissants, mais sans lequel nous serions peut-être aussi de purs sauvages. Nous sommes des animaux capables de rire, comme pour mieux rendre notre cruauté vivable, supportable, comme pour mieux rendre notre condition supportable. Car si la vie nous confronte à la souffrance, à l'injustice, au désespoir, il est consolant de savoir qu'il reste au moins cette chance à l'homme de pouvoir en rire. Je vous remercie.